Joux, je suis le gérant de la société NetAssaultProof. Voilà, donc je suis un expert donc là depuis 10 ans, on crée des sites internet et également des extensions. Aujourd'hui, je venais venir justement vous présenter une extension que l'on a appelée NapContent. Voilà, et qui, cette extension en fait est tout simplement, c'est un CCK. Sûrement d'entre vous connaissez déjà un petit peu le terme CCK. Donc c'est un outil qui va vous aider à construire des gabarits de saisie pour différents contenus. On vient de voir d'ailleurs précédemment un petit peu, avec notamment la mise à jour de Joomla 3.7, qu'on a cette possibilité-là maintenant de créer des gabarits de contenu et d'enrichir un petit peu la simple vue de l'article qui était limitée à un titre et une description. Il y a bien sûr d'autres CCK également qui existent, avec tous leurs avantages, leurs inconvénients. Nous, voilà, on approche avec notre solution, avec notre vision, on va dire, du site internet, que je vais essayer de vous expliquer à travers cette présentation. L'autre point, c'est que, voilà, comme je dis, donc nous sommes des professionnels dans la création de sites internet, et on souhaitait adresser également cette solution à des personnes qui nous ressemblent, tout simplement, parce que nous, ça fait plusieurs années qu'on utilise notre solution, on l'a créée par rapport à nos besoins. On peut imaginer également que nos besoins peuvent être les besoins d'autres agences web. Nous, on voulait avant tout un outil professionnel, c'était une de nos priorités. On trouvait certaines approches de certaines autres extensions qui pouvaient exister, qui n'étaient pas assez professionnelles. Quand je dis professionnel, c'est à deux points de vue, c'est dans l'utilisation pour l'intégrateur et pour le développeur, et également pour l'approche au niveau client quand vous allez lui proposer un backend dédié à l'utilisation et à la maintenance de son site internet. Donc voilà, cette solution s'adresse avant tout aux intégrateurs, aux développeurs, à vos clients, pour ceux qui ont donc des agences web qui réalisent des sites internet. Derrière tout ça, bien sûr, on a une histoire, comme je vous l'ai dit, donc ça fait 10 ans qu'on réalise des sites internet. Qu'on est spécialisé dans Joomla également, ça fait 10 ans qu'on fait quasiment que du Joomla. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis gérant de la société NetAssaultProof, mais je souhaitais faire une toute petite parenthèse qui m'est personnelle, parce que ça me tient à cœur. Ça fait 10 ans voilà, qu'on avait la société. En fait, j'ai mon associé qui est décédé cette année. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et excusez-moi. Et voilà, donc ce projet aussi, c'est un peu l'aboutissement du travail qu'on avait mené en commun pendant 10 ans. Et donc ça me tenait à cœur aussi de vous présenter par rapport à ça, par rapport à l'implication qu'on a eue tous les deux sur ce projet. Voilà. Donc, NapContent, comme je vous ai dit, c'est le fruit aussi de cette expérience. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on fait des sites internet, on n'a pas trouvé neuf sur le marché, on a un certain recul et une certaine vision des choses à travers cette expérience-là vis-à-vis de nos clients. Et on a voulu exploiter un petit peu bien sûr ce côté-là pour créer notre propre solution. On a fait également au préalable pas mal d'extensions. On travaille beaucoup avec FlexiContent. Je ne sais pas si vous connaissez FlexiContent tous. Oui, non. Voilà, je ne sais pas si vous l'utilisez également. Donc c'est vrai qu'on était à la base plus spécialisé sur ce CCK qui s'appelait FlexiContent. Et il y a d'ailleurs une grande partie de NapContent qui s'en inspire grandement, on ne le cache pas. Mais on voulait aller un peu plus loin, bien sûr, que ce que proposait cette solution-là. Donc c'est par rapport à cette réflexion-là qu'on s'est dit, il faut créer notre propre outil, on veut un outil professionnel, on veut quelque chose qui soit vraiment adapté à nos besoins, à nos clients. Donc on a décidé il y a 3-4 ans maintenant, de commencer ce développement. Et je vous le propose aujourd'hui parce que ça fait 3 ans qu'on l'utilise. On arrive maintenant à une version qu'on peut nommer comme stable et mature. Et on voulait le proposer à tout le monde, dire ceux pour qui ça peut être intéressant d'utiliser le même outil que nous, on va vous le proposer, pourquoi pas, à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Donc, la philosophie de NapContent et la structure globale de NapContent, c'est la suivante. Je vais essayer de la résumer assez simplement. On a, comme on a vu, des champs. On a vu avant, on a différents types de champs. On va appeler aussi également des extensions dans NapContent. On peut avoir des zones de texte, des textes ailleurs, ou des champs bien plus évolués. C'est-à-dire on peut avoir également
si vous liez directement à YouTube ou à Dailymotion, vous pouvez uploader directement vos vidéos à partir de votre site sans aller sur des plateformes externes. Voilà, il y a tout qui va être centralisé. On a également, je peux vous sauter, voilà, toutes les parties gestion de commentaires avec ce qu'on appelle nous d'échange, ça va être également intégré dans. On peut utiliser plein de fonctionnalités, rajouter des fonctionnalités, notamment par exemple une partie newsletter, une partie commentaire, voilà, il y a plein d'extensions qu'on pourra greffer au fur et à mesure. Ces champs, donc, sont liés à différents gabarits de saisie. Donc, nous, on appelle les types, vous voyez un peu les termes aussi de flexion et data. Donc, on va pouvoir construire des applications aussi, pour reprendre le terme .cck pour le nommer CBOT, des applications à travers ce CCK. Donc, vous allez pouvoir créer différents types, autant que vous voulez, rattacher autant de champs que vous voulez, et limiter vraiment à ses propres interfaces. Quand vous allez créer vos différents contenus, vous allez choisir quelque part le type de contenu que vous souhaitez ajouter. Si vous souhaitez ajouter une actualité, ça peut être une galerie de photos. Quand on parle d'application, voilà, ça peut être également une galerie de photos que vous allez ajouter. On va même des fois bien plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a créé avec notre propre CCK des réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez créer un réseau social à travers cette application. Vous avez, on vous montrera par la suite, une liste non exhaustive de nos références. Vous pourrez consulter sur un site internet, voir un petit peu quelles sont les possibilités en termes de rendu final finalement. Et donc pour terminer, l'ensemble de vos articles, vous allez pouvoir les ranger dans différents classeurs, des catégories. Ça c'est pour schématiser un petit peu globalement le fonctionnement de l'application. Chaque interface, en tout cas chaque groupe va pouvoir faire également des affichages. On a différents types d'affichage. À travers un type, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Afficher une vue, ce qu'on appelle item, un élément. On affiche de manière basique des informations que l'on souhaite. Ou également, on va pouvoir saisir les informations de cet élément, donc une vue formulaire. Dans les vues catégories, qu'on nomme également les vues listes, on a deux interfaces également possibles. Une liste d'éléments, mais on a rajouté non plus un côté un peu spécifique qui est une liste d'éléments dans le côté administrateur. On va voir, je le détaillerai un petit peu plus tard, qu'on peut tout personnaliser, que ce soit dans le front, mais également dans le back. Ça va être très important pour nous, parce que, comme je l'ai expliqué, notre approche elle est également client. On veut que le client, quand il arrive sur son site internet, qu'il ait des repères. Et avoir des repères, pour nous, c'est simplifier au maximum. On a une interface, j'ai que les fonctions qui nous sont utiles, et elles sont limitées à ça. Voilà, NAP Content, ça ressemble à quoi? Là, je vous montre une partie back-end de NAP Content, c'est un système simple de gestion de contenu. Alors, quand je dis que ça ressemble à quoi? Là, je vous montre une interface. Comme je l'ai expliqué, c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez absolument tout modifier, même le back-end. On a été un peu plus bas, flexible, bien sûr, mais on peut faire une interface spécifique en fonction des besoins de chaque client. La logique, cependant, restera souvent la même pour la partie back-end. On va retrouver différentes sections. On va avoir ici une zone de sélection des types de contenus. Donc, la galerie de photos, mes actualités, mes pages, voilà, qui vont être attachées, comme je l'ai expliqué. Chaque type de contenu va être attaché des champs spécifiques lors de la saisie. Un accès rapide ici pour créer une catégorie, plutôt qu'aller dans la. On l'a vu avec le Joomla 3.7, c'est vrai qu'il y a des accès un petit peu plus rapides, notamment quand on passe par les menus, même à partir de la gestion des articles, pour créer facilement des catégories. Ce n'était pas possible avant, maintenant c'est vrai qu'on peut le faire. Nous, on met encore un petit peu plus simplifié, c'est-à-dire de base, une catégorie, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est rentrer son nom. On veut juste, pour l'instant, nommer de base une catégorie pour la créer rapidement. Donc je vais juste mettre le nom de ma catégorie, et je vais cliquer sur Type plus, et hop, ma catégorie se mettra automatiquement en dessous de la catégorie active, c'est-à-dire en sous-catégorie de la catégorie active. Ça permet de créer rapidement une structure. Vous pourrez, donc également, il y a deux façons de créer une catégorie. Soit je vais créer une catégorie qui va être liée uniquement au type en question, par défaut c'est le cas. C'est-à-dire, encore une fois, je rebondis sur l'aspect ou l'approche peut-être de Joomla ou d'autres, où les catégories vont être utilisées un petit peu dans tous les sens. On a une multitude de catégories par rapport, des fois, à un certain type d'entrée. Là, le but, c'est de vraiment limiter ces catégories. Donc, ces catégories vont apparaître uniquement en fonction des types en question. Donc, quand vous avez créé votre catégorie, elle est attachée au type. Mais vous pouvez également l'attacher
créer une catégorie qui va être globale. Vous avez une fonction ici qui permettra de le faire, juste à côté, qui permet de créer une catégorie pour l'ensemble de l'outil. Vous avez également dans cette liste sur le côté les accès rapides. C'est-à-dire on a une petite icône d'édition de la catégorie, je clique dessus, ça permet d'éditer la catégorie. Plutôt qu'aller voir encore une fois dans différentes interfaces, on a un accès rapide. Là, c'est vraiment l'approche client, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait tout centralisé sur une seule interface. Possibilité également d'ordonner les catégories sur le côté, si vous voulez le faire assez rapidement, voilà, vous pouvez le faire. Avec la petite icône de glisser déposer qui se situe juste à gauche. Voilà. Et après, on a une vue de liste basique avec nos différents systèmes. On a un champ de recherche qu'on a mis nous par défaut. Vous pouvez mettre autant de filtres que vous souhaitez en fonction des différents champs que vous avez pu créer ou des champs de base qui existent. On a mis juste une zone de recherche par titre dans cet exemple. Mais on peut en créer autant qu'on veut très facilement. Et donc, votre liste d'articles basiques avec les différentes colonnes. Encore une fois, ces colonnes, via le template de base, je vais rajouter une nouvelle colonne. C'est juste un glisser-déposer d'un champ. Et j'ai ma nouvelle colonne qui apparaîtra dans cette zone. Si vous avez déjà des petites questions, n'hésitez pas à m'arrêter ou voilà, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas. Donc l'interface client, elle se limite entre guillemets à ça. On a un petit bouton administration et c'est là où on va gérer vraiment le paramétrage de l'application. On va centraliser tout à travers ce petit bouton administration. Je vais l'aborder plus tard. On a bien sûr une gestion des droits évolués où on peut limiter les fonctionnalités en fonction des différents utilisateurs pour dire est-ce qu'ils peuvent créer des catégories, est-ce qu'ils ont accès à toutes les catégories. Bref, un système en garde d'ACL, donc de gestion des droits complet, comme le propose Joomla, on se repose dessus et on l'utilise. On voit un petit peu mieux l'interface en grand, ce que je viens de détailler. Donc maintenant on arrive sur une vue formulaire. Encore une fois, on essaie de respecter l'interface globale de Joomla, c'est-à-dire on pose vraiment sur le framework de Joomla. Tout est standardisé, on n'impose vraiment pas notre champ graphique. Pour l'instant, on est parti du principe que les utilisateurs utilisent Joomla parce qu'ils ont des repères et des bases, des fois ils utilisent Joomla. Donc on propose vraiment sur ce Joomla en restant un petit peu sur sa géographie globale de Joomla. Donc là on est sur une vue formulaire de Joomla. Encore une fois, je le précise, c'est des exemples que je vous montre, mais tout est paramétrable très facilement. Vous pouvez très bien déplacer des champs, des zones, vos templates et des interfaces. Voilà. On peut faire si le client a un besoin spécifique, on peut tout à fait lui proposer. Là, dans cet exemple, donc on reprend la base, on saisit nos contenus, là on a juste un titre, le niveau d'accès, le statut de publication, les catégories, avec les systèmes bien sûr de multicatégorisation. Un item peut être rangé dans plusieurs catégories. Donc une partie, voilà, avec différents onglets, on a des systèmes. Si je veux le limiter, encore une fois, je peux très bien. Si j'avais besoin de juste mettre une zone de texte et c'est tout, mon article aurait ressemblé à un titre et zone de texte, ou même au strict minimum ces titres. Parce qu'on va dire titre et catégorie. C'est les deux seules informations qui sont obligatoires lors de la saisie. Alors, on a pas d'aller dans le meeting, je vais tout doucement un petit peu aborder déjà de la discussion. Voilà, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur lorsqu'on a mis en place le système, c'est se dire on n'a pas envie d'être limité. On n'a pas envie qu'une solution nous impose certaines choses. On veut que si on personnalisait un petit élément HTML dans d'une partie de la page, je pourrais le faire. En back-office comme en front-office. Quand je dis élément HTML, ça peut être bien sûr de l'affichage, mais également de la saisie. Si ma zone de texte, j'ai envie de la changer, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de rajouter, par exemple en utilisant Bootstrap, une petite zone derrière et voilà, qui permet de personnaliser ma zone, je peux le faire. Voilà, je peux vraiment tout personnaliser. Et quand je parle de personnaliser, c'est pour ça que je disais un petit peu aussi l'orientation de cette solution. C'est bien sûr en met la personne qui va connaître un petit peu d'HTML pour ajouter ces différentes fonctions. On ne souhaitait pas aussi, ça c'est quelque chose aussi qui nous tenait à cœur lorsqu'on a créé la solution, avoir un outil où on a 3000 options. Ce n'est pas notre philosophie. On ne veut pas tout régler à travers des options. On a des compétences, on est tous, on se considère qu'on est professionnel web. Qui dit professionnel web, on sait faire de l'HTML, on sait faire de CSS, on sait faire un petit peu de PHP. Donc dans ce cas-là, on est parti sur cette philosophie-là. Bien sûr, si on voulait faire quelque chose, on peut le faire à travers de l'override. Voilà,
passer un petit peu la vue de base et on va le saisir. Donc oui, le templating, qui, je le redis, c'est bien back-end et front-end, on peut tout templater. On peut templater donc, les différentes vues, soit les vues formulaires, donc les vues de liste, les vues de système, les vues de modules également qu'on peut revenir. On peut templater les champs, donc c'est pas uniquement un champ qui va imposer son rendu. Si vous souhaitez modifier ce rendu, vous pouvez le faire. Les filtres, les zones de filtre, voilà, on a des zones de filtre qui sont prédéfinies par défaut avec des zones de liste, de checkbox, on a des petits sliders, des data pickers pour filtrer, on a tout ça qui est prédéfini. Mais si vous voulez encore une fois modifier, parce que ça vous convient pas, on peut le faire. Là, c'est une illustration rapide d'un paramétrage d'un champ. On va essayer de globaliser un petit peu comment ça fonctionne au niveau du paramétrage et de l'affichage des champs. Bon, tout simplement, on va nommer notre lien, on lui donne un nom, les états de publication, du grand classique, et le droit, l'aspect non traductible. Ça, par exemple, c'est un point, c'est un petit peu dommage, peut-être ça viendra aussi avec les prochaines versions de Joomla. Je trouve que c'est une option qui est très intéressante. Alors, non traductible, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque vous travaillez sur un site multilingue, il y a des informations, mais d'un article à un autre, qui ne vont pas changer. Je prends l'exemple d'image, peut-être. Bien sûr, on peut avoir des images dans lesquelles on va contextualiser avec du texte, mais des fois on peut avoir des simples images. Plutôt que je ressaisis mon item dans l'autre langue, je suis obligé de remettre mon image, on va cocher cette option, on va dire ce champ-là il n'est jamais traduit. Et donc dans ce cas-là, je fais une modification dans mon article d'origine, ça va impacter sur l'ensemble des articles traduits. Une petite zone de description, pour décrire un petit peu le champ, ou des petites annotations, ou d'aide à la saisie lorsque l'utilisateur va renseigner des informations. La gestion des droits également, pareil, de Joomla. Alors nous, par défaut, voilà, on se rajoute aussi un petit bouton affiché masqué qui évite d'afficher une grande zone par défaut avec tous les droits qu'on peut paramétrer. L'association aux différents gabarits de saisie, donc les types. Est-ce que je l'attache à un? Il faut au moins l'attacher à un type, mais on peut l'attacher, ce champ peut être exploité dans différents types. Et après, donc, les différents paramètres d'affichage avec ce qu'on appelle donc les layouts de champ. Chaque vue peut avoir sa propre layout de champ. Donc, on a pour reprendre les vues que l'on a dans l'APC, donc il y a les 5 vues. Il y a une vue sur un item, une vue liste en front-end, une vue d'un champ dans un module, dans une position module, une vue d'un champ dans l'administration, après et une vue d'un champ dans un formulaire. J'ai ouvert, parce que les autres d'ailleurs n'ont aucune option, c'est juste la section templating, on va dire. Et ensuite, dans le formulaire, c'est le seul qui a les deux options, donc il y a un petit plus qui apparaît à côté. Donc je vais sélectionner quelques petits paramètres qui me permettent de faire une prédéfinition un petit peu de l'affichage. Là, on voit, on a la possibilité de sélectionner Bootstrap 2, Bootstrap 3, par exemple, pour dire est-ce qu'on a plus d'un environnement 2 ou 3 pour voilà, c'est déjà prédéterminé. Un placeholder, une taille, et voilà. Et local translator, je vais venir plus tard. Alors, cette vue, elle paraît peut-être un petit peu immense parce qu'il y en a beaucoup de templates. Là, j'approche, en fait, c'est la présentation des templates. On va retrouver toujours nos 5 vues, toujours, affichage item, liste, module, formulaire, admin. Et donc, en ligne, on va retrouver les différents templates voilà, qu'on voit sur un site. Par exemple, ici, on a un template compétences sur lequel on peut modifier juste dans la vue module parce que ce template comporte une vue de module. Et donc, dans ce cas, on ne peut modifier que cette partie-là. Ensuite, on a une partie voilà, concept, on a une partie contact, qui sont associées des fois qu'à une ou plusieurs vues. C'est-à-dire, par exemple, le template compétences il ne peut être exploité que dans la vue d'un module. Si je prends un autre exemple, la vue page, bien sûr, on va afficher. Il va être exploité dans la vue item et dans la vue module. Après, bien sûr, tout ça, c'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Je viendrai parce qu'on a fait une doc très complète qui est disponible sur notre site, qui explique bien sûr tout en détail comment faire. Une fois que vous avez donc, imaginons, modifié dans notre vue formulaire l'ordre des champs ou les champs à afficher, je vais tout simplement cliquer sur cette petite icône qui va me permettre d'éditer un petit peu cette vue, voir comment ça se passe avec toi. Et je vais arriver sur ce type de vue où on va avoir, on va dire, différents paramètres ici qu'on va retrouver là qui sont liés au template en lui-même. Donc ça, les paramètres qu'on va prédéfinir dans notre template via le classique,
fichier XML de Joomla dans lequel on met nos différents fils. Et après, on a des positions qui vont être exploitées en temps. Là, on a différentes positions sur lesquelles on va pouvoir mettre nos différents champs. Chaque champ peut être également ordonné. On peut les changer d'ordre, on peut les déplacer, les passer d'une position à une autre par des glissés-déposés. Il n'y a rien de figé. On peut les retirer avec cette petite icône de suppression. On peut également afficher plusieurs fois le même champ dans différentes positions, sauf dans une vue formulaire, parce qu'on va pas saisir plusieurs fois la même information. Mais dans une vue, dans les différentes vues d'affichage, on peut, je prends toujours cet exemple parce que c'est une des limites des fois qu'on avait sur d'autres environnements et qui est pourtant assez basique. L'exemple du Google Maps. Votre client va saisir une adresse, il n'a pas forcément besoin d'ensuite aller saisir également le point. Voilà. On peut déduire à travers des plugins qu'on a en saisissant bien sûr l'adresse, automatiquement les coordonnées GPS et l'afficher. En front, j'ai deux informations à afficher. Je vais afficher à la fois le Google Maps et à la fois l'adresse. Mais il y a des fois où on avait certaines limites avec certaines solutions existantes où on ne pouvait pas afficher les deux finalement. On disait j'affiche mon champ, mais on ne pouvait pas afficher le champ de deux manières différentes. Voilà. Il y a cette possibilité, il n'y a pas de limite sur ce point-là. L'autre partie intéressante, tout à l'heure on a vu dans la vue item qu'on l'associait en fonction de la vue. Là on est dans le formulaire. Qu'on l'associait chaque champ à une layout, donc un type d'affichage. Par défaut. C'est-à-dire qu'après, sur chaque template, on peut revenir dessus, cliquer sur cette petite icône. Ah, je crois qu'il y avait un OCR, c'est pas grave. Donc on clique sur cette petite icône et on arrive finalement sur une interface qui va permettre de changer la layout par défaut. C'est-à-dire que ce champ-là par défaut s'affiche d'une manière, mais dans ce template-là, je vais l'afficher d'une autre manière. Donc je peux le faire. Alors, il faut m'arrêter. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou autre chose, il ne faut pas hésiter. Parce que, bien sûr, ça nie que je maîtrise et que je suis de la Z, mais n'hésitez surtout pas si vous avez une ou deux questions à la poser, parce que je peux comprendre que parfois ce soit un petit peu confus. La gestion des droits. Donc la gestion des droits, on va simplifier énormément les droits. C'est-à-dire qu'on part du principe, nous, déjà, qu'il y a le droit administrateur. C'est tout bête, mais administrateur, j'ai accès à tous les paramètres d'affichage, tous les paramètres de configuration. On ne limite pas les paramètres de configuration. Pour nous, c'est l'agence web, c'est l'intégrateur qui va mettre en place la solution. Et on va dire, voilà, il a les droits administrateurs, il a le droit de tout faire déjà. Au moins, administrateur ou supérieur? Alors, c'est pas forcément supérieur, c'est administrateur dans la contexte, c'est un droit un peu spécifique. Voilà. Donc on a réduit le nombre de droits. On ne voulait pas qu'il y ait des droits dans tous les sens pareil. Donc on a essayé de comprendre et de voir, de limiter un petit peu en fonction des droits en disant il y a l'administrateur, il y a le client, il y a des auteurs aussi des fois qui peuvent intervenir, qui ont des droits spécifiques. Voilà. On a essayé de limiter un maximum pour simplifier un petit peu le paramétrage et l'approche, tout en restant, je ne vais pas rentrer dans tous les droits qui existent, encore une fois vous pouvez venir dans la documentation pour voir un petit peu les possibilités, voir un peu tout ce que vous pouvez faire. Ça reste très ouvert. On a bien sûr, comme dans Joomla, les droits par élément aussi, qu'on a exploité sur nos différents types, donc on peut limiter en fonction des catégories, des types, des champs, voilà, tout ça on peut le faire. Et quelque chose de très intéressant, de mon point de vue, qu'on ne trouve pas partout, de manière un petit peu complexe ou peut-être assez claire, c'est un workflow qui est entièrement personnalisable. Alors, le workflow de base de Joomla, vous avez les publier à la corbeille, en archive, ça c'est le workflow de base de Joomla. On ne voulait pas se limiter à ça, pour plusieurs raisons, parce que nous on avait des besoins spécifiques, et on voulait dire avec des étapes spécifiques de validation des contenus qui avaient un cycle de vie. Et donc ça, on voulait pas le figer sur un certain cycle de vie imposé, mais dire chacun crée son propre cycle de vie des articles. On a par défaut deux statuts, publier et publier, ça c'est les deux seuls qui existent par défaut. On arrive avec une interface, si vous êtes amené à installer une componente, qui est très épurée, très simple, il n'y a rien par défaut. C'est à vous après bien sûr de construire un petit peu et en fonction de vos différents besoins. Donc le workflow personnalisable, je vais essayer de m'expliquer. Donc vous allez créer vos propres états de publication. Et
ces étapes de publication, une fois que vous avez fait, vous allez pouvoir les intégrer dans un workflow. Chaque workflow, chaque type de contenu est associé à un workflow spécifique. Ce workflow, c'est ici qu'on paramètre. Je fais un petit écran pour essayer de l'expliquer un peu. Donc là, on le voit, on a juste 3 étapes. On en a une qu'on a créée en plus, on a soumis. Donc là, c'est sûrement une soumission front-end, un contenu qui vient d'être publié en front-end, un internaute ou un auteur a publié, voilà, qui n'est pas validé par défaut. Et en fait, mais cet état soumis, on va lui dire à quoi il correspond, à quoi il sert. Déjà, qui c'est qui va pouvoir l'utiliser? Donc, s'il est publié ou pas, est-ce qu'il est accessible ou pas, par exemple là, qui c'est qui va pouvoir l'utiliser? Et ensuite, quel va être l'impact une fois qu'un article, un contenu, un item, va être associé à cette étape de publication-là? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer en front? Qu'est-ce qui va se passer en back? Qui c'est qui aura le droit d'accéder à cet article-là en front, une fois qu'il sera dans cette étape? Et qui c'est qui aura le droit d'y accéder dans l'administration? Et ça, bien sûr, on reprend tous les droits de Joomla qui sont créés, qui se reposent sur Joomla. On en rajoute juste 2 supplémentaires qui sont tout le monde et aucun, personne. Voilà, c'est les autres en plus. On a rajouté. Qui sait, quelle est la valeur par défaut lorsqu'on va créer un item, sous quel état il va commencer? Donc là, notamment, c'est le cas, ça sera en valeur par défaut. On va créer un item de ce type-là, il sera toujours en soumis, quel que soit l'auteur. Ensuite, quelles sont les étapes de workflow autorisées? Une fois qu'un item est dans cet état de publication-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? La question, c'est ça, tout simplement. Est-ce que j'ai le droit de publier, de passer à une autre étape? Mais ici, par défaut, si on n'est rien, on a le droit de passer dans n'importe quelle autre étape. Mais si je le limite, je peux très bien ici dire, voilà, j'ai le droit uniquement de passer en dépublié, en publié ou dans une autre étape que je peux créer. Là, l'exemple est assez succinct. Et autre étape importante aussi, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais passer dans cet état-là? Est-ce que je vais envoyer une information, un mail? Vous avez la possibilité, via l'important, via un éditeur d'email, de rentrer tout simplement des informations basiques de l'email, sujet, description, à qui va être envoyé, qui c'est qui l'envoie. Il y a tout un système un petit peu avancé qui permet de gérer ça. Voilà. Et après, je vais l'affecter ici. Et je vais dire, dès que je vais passer dans cette auto-là, je déclenche une action de mail qui va se reposer sur le gabarit mail et le système, on va dire, de gestion d'expéditeur et destinataire automatique, en fonction des fois, même de l'article. Je prends l'exemple d'un forme, parce qu'on gère dans tous nos formulaires de contact avec cette solution-là maintenant. Et donc, du coup, si on met un champ mail, bien sûr, lorsque la personne du contact va remplir ce champ mail, on va se reposer dessus pour lui envoyer le mail. Voilà, c'est une possibilité très simple. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est le système de workflow qu'on a mis en place. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut lier un état avec. Est-ce qu'on peut lier un état à la scène? Exemple. C'est déjà le cas ici. J'ai un comité de lecture. Oui. Bon, j'ai un article publié. J'ai 10 lecteurs qui font partie du comité. Je ne peux le publier qu'à ces 10 lecteurs-là. Oui. Et pour le non-moi, directeur du comité, je dis si c'est. C'est le cas. C'est-à-dire qu'ici, je dis par exemple afficher en front. Imaginons que c'est pour le front, pour afficher en front. Mais je vais sélectionner la celle en question. Je vais sélectionner le nom du comité que vous avez créé dans les assets de Joomla, qui va apparaître ici. Je n'ai pas l'exemple, on n'a que des slides, je peux vous faire une démo après directement sur l'ordinateur. Mais voilà, si je clique dessus, j'ai mon système d'ACA de Joomla. D'autres questions? Voilà, ça c'est notre système de workflow. Alors regarde, une partie, pareil, très important, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là, l'aspect multilingue. Pareil, on a essayé de voir quelle était notre problématique par rapport au multilingue. Un multilingue, en fait, je ne sais pas si vous en avez tous des sites multilingues, c'est compliqué à gérer. Il y en a partout. Il y en a dans les menus. Il faut aller partout pour arriver finalement à construire quelque chose qui est simple. C'est juste de la traduction. Voilà. Et bien, on a essayé d'avoir une approche un petit peu différente de celle de Joomla finalement. Il y a beaucoup de choses où on s'approche un peu sur Joomla. On utilise bien sûr le moteur de Joomla, d'ailleurs, vous avez le multilingue, mais en termes de saisie, on voulait amener une autre approche. Donc je vous explique, on a
première vue qu'on va détailler ici. C'est un exemple qu'on a beaucoup nommé. Comme ça, on voit bien qu'il y a différentes langues. Je sais plus combien il y a 11 ou 12 angles sur ce site, c'est sympa. Donc, imaginez dans là ce que ça donne 11 ou 12 angles quand vous avez la gestion des articles. Voilà. Ben nous, on part du principe qu'on a un article d'origine, source, on va dire, et c'est à partir de cet article-là qu'on va décliner bien sûr nos différentes langues. Et moi, j'ai pas envie d'afficher 11 fois mon article, j'ai envie d'afficher une seule fois, et je veux le traduire directement quand je suis dessus. C'est pour ça qu'en fait, l'approche, elle est la suivante. L'approche est la suivante. J'ai toujours mon article d'origine qui apparaît. Avec, finalement, bon là, le cas, il est écrit toujours en anglais en premier. Mon premier drapeau, ça correspond, on va dire, à l'origine de la langue de mon article. On peut aussi, bien sûr, on n'a pas dans les là, faire des articles qui sont valables sur toutes les langues, ça fonctionne pareil que je note. Mais je peux, voilà, donc je crée mon premier article, et après, ben, dans notre solution, va juste afficher une liste de drapeaux qui correspond aux langues actives en place sur le site internet. Et pour faire une traduction, qu'est-ce que j'ai à faire? Je clique sur mon drapeau. On le voit, il y a juste un drapeau ici qui est au milieu qui est un petit peu plus clair, mais juste une opacité dessus, un petit peu plus transparente. C'est pour indiquer qu'il n'a pas été traduit. Voilà, c'est juste le petit repère visuel qui permet de voir dans la liste est-ce qu'on l'a traduit ou pas finalement. Bon, je pourrais plus mettre dans mon filtre ici, je peux ici filtrer également ceux qui ne sont pas traduits en fonction d'une certaine langue. Je peux les sélectionner, je peux les analyser. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Et le fait de cliquer dessus, ben, ça me crée ma traduction. Et qu'est-ce qu'il va faire par défaut également? Il va par défaut reprendre, on va dire, le contenu d'origine, ce qui n'est pas forcément bon, parce que c'est la langue de base, mais on l'a au moins, on a déjà une base de contenu, on va dire. Il va pas reprendre tout ce qui va être champ, bien sûr, qu'on va appeler non traductible. Les non traductibles, ils seront bloqués lors de la traduction. On ne va pas modifier les informations. Et je souligne aussi le fait que c'est très important que l'article d'origine, lorsqu'on va le modifier, pour les champs qui vont être non traductibles, ils seront automatiquement modifiés dans tous les autres articles. Donc ça, c'est important. Donc je clique sur mon drapeau. Voilà, je clique sur mon drapeau et j'arrive donc dans ma traduction de mon article. Alors, plusieurs choses qui vont être un petit peu différentes par rapport à la saisie de base, c'est qu'on a bien sûr la possibilité de supprimer une traduction. On peut bien sûr, on fait la retirer, parce que je ne peux pas la supprimer dans la liste, parce que ma liste c'est mon article d'origine, donc je ne peux pas supprimer mon article d'origine. Si je veux juste supprimer la traduction, voilà, je vais cliquer ici, je vais cliquer et je vais supprimer la traduction. Les autres choses qu'on voulait rajouter, alors c'est vrai qu'on a dans général l'approche double colonne pour faire de la traduction. On l'a vu dans le dernier Joomla 3.7, c'est quand même en effet une belle avancée. Tout à l'heure c'est un petit peu compliqué, donc ça avance quand même bien. Nous on a eu une approche un petit peu différente pour la traduction. C'est vrai que sur chaque champ, parce qu'on raisonne vraiment en termes de champ de saisie, vous avez la possibilité de cliquer sur un petit bouton à côté qui vous donne le contenu d'origine. Donc comme ça vous pouvez l'avoir à tout moment si vous voulez revenir dessus. Vous cliquez sur ce bouton, on le voit pour l'exemple du titre. Voilà, on a notre texte original, on y a toujours accès. Alors, petit bonus ou pas, vont dire certains, qui sont des adeptes de la traduction littérale. C'est vrai qu'on a intégré l'API Google Translate dedans. Pourquoi pas? Pas forcément pour toujours tout traduire, mais au moins pour nous aider à traduire des fois de temps en temps. L'anglais, je ne suis pas non plus un dieu en termes d'anglais, je ne le cache pas. Mais voilà, donc on a des fois des bases. Ça nous permet, si on clique sur un petit icône qu'on va retrouver ici, à côté, de s'appuyer sur cette API Google Translate et de traduire automatiquement la valeur du champ d'origine dans la langue active que je suis en train de sans rien sélectionner, juste en cliquant sur un bouton. Et entre guillemets encore mieux, on clique sur ce petit bouton qui traduire et mon article qui va traduire. Mais on ne peut pas avoir les deux langues, une vue avec les deux langues séparées. Non, comme on l'a vu finalement dans le journal. Par exemple. Non, là c'est vrai que notre approche elle est différente, c'est qu'on n'a pas cet aspect double colonne. On a vraiment le traducteur généralement il va regarder. Oui. Alors si je laisse appuyer dessus, la formule va rester. Donc vous pouvez quand même saisir alors qu'il y a la formule qui est ouverte. Oui, non après il n'y a pas cette vue, je suis d'accord.
je pense, de mon point de vue, toute solution n'est pas parfaite. Clairement. C'est des approches, des sensibilités différentes qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Nous, voilà, on a eu cette approche, on a eu ce choix de partir sur ça. Oui. Il y a la possibilité de traduire plusieurs idées. Non, pas directement. Là, c'est vraiment, il faut rentrer sur l'item, cliquer sur le bouton pour ensuite aller faire la traduction. C'est individuel. Pardon, s'il vous plaît. Oui. Quand vous cliquez donc sur le drapeau, est-ce que le texte original s'affiche dans Par la défaut. fenêtre? Oui, par défaut, c'est le contenu original qui est repris. Voilà, d'accord, c'est à l'intérieur. Et après, ça vous d'aller modifier. La différence avec Phalange, parce que Phalange fait la même chose. Oui. Comment vous dire, alors je ne suis pas un expert en Phalange, donc je ne vais pas dire de bêtises non plus. Je le connais, mais voilà, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain étant donné que je ne le maîtrise pas. Mais donc pour dire une différence avec Phalange, je ne pourrais pas trop dire. Moi, je vous explique mon concept. Et s'il a des similitudes avec Phalange, voilà. Il a Google Translate également intégré dedans? Ah non, c'est en traduction manuelle. D'accord, c'est manuel. Enfin, peut-être des propositions, hein, mais bon, traduction manuelle, De toute façon, après, c'est que notre solution, je vous la présente aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas mis au grand public. Voilà, parce qu'on souhaitait, pour plusieurs raisons, comme je dis, atteindre un certain niveau de maturité sur notre solution. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle existe. Hein. On a créé tous nos sites avec. Voilà, on pense aujourd'hui qu'elle a une certaine maturité, stabilité pour pouvoir vous la proposer. Donc après, ça va à vous de voir. Et on est là aussi pour écouter un petit peu les retours aussi. Alors, on ne va pas changer tout notre philosophie parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un retour. Ça, je ne le souhaite pas. Je souhaite vraiment qu'on garde notre concept. Mais par contre, on reste à l'écoute. Ça, c'est important. Si vous avez des idées qui sont bonnes à prendre, pourquoi on ne les prendrait pas? Et pour rebondir sur les traductions, non seulement il y a les contenus, mais il y a aussi les boutons, il y a aussi les textes de menu, il y a tout ça. Oui, alors le menu, on le laisse à Joomla. Hein. Le menu, on n'y bouge pas. C'est Joomla, donc on se base sur le fonctionnement Joomla. Et après, on va voir qu'on a tout un système de traduction également. On peut tout traduire. C'est-à-dire, par exemple, là, je prends l'exemple des champs. Donc les étiquettes de champs ou les descriptions de champs. Ici, je le vois, je suis sur un champ, j'ai un petit onglet en plus, traduire, qui va apparaître, où on va retrouver un petit peu nos différentes langues actives et on va pouvoir traduire directement à partir du champ, mettre nos différentes traductions. Voilà. Toujours, là, c'est dans notre solution, où c'est intégré. Il y en a le même principe pour les catégories également, où on peut traduire les catégories. Je ne sais pas si vous avez toujours été confronté à ça, mais des fois, pour faire des traductions de catégories, c'est un petit peu complexe. Parce qu'on est obligé d'associer une catégorie, mais ça ne peut pas être traduit. Bref, on utilise des fois des clés langues, je sais pas, des petites astuces que vous pouvez utiliser. Mais voilà, je trouve que c'était pas toujours optimum. Là, on peut le faire directement à partir de la catégorie ou à partir de la description, des champs, d'autres éléments, c'est-à-dire les stades de publication, tout ça, on peut tout traduire. Et vous avez tout dans à ce moment un petit onglet traduire qui apparaîtra sur l'élément en question, qui vous permettra de définir vos différentes traductions. Je vous dis un petit peu, voilà, je fais une présentation des plus grosses fonctions, mais il y en a encore d'autres qui existent. Donc un moteur de recherche, très important, une gestion de contenu, un moteur de recherche, on s'appuie également sur le moteur de recherche de Joomla, donc on n'a pas nos propres de recherche, on a juste notre petit plugin qui va pouvoir faire toutes nos recherches au micro. Les filtres, vous créez autant de filtres bien sûr que vous voulez, les mettre dans tous les sens, pré-filtrer vos vues lorsque vous les affichez, sans mettre bien sûr l'affichage du filtre. Voilà, vous pouvez imaginer vraiment un petit peu tout et n'importe quoi en termes de filtres. En sachant qu'encore une fois, les filtres, pareil, si vous voulez avoir vos propres filtres, parce que je ne sais pas, il y a une sélection qu'il faut faire d'une manière très particulière, vous créez votre propre layout de filtres que vous allez pouvoir appliquer à votre chose. Le versionning, il y a un point dans le versionning. Alors, je ne m'aventure pas sur tous les terrains parce que je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas tous les CCK, comment ils fonctionnent et tout. Je sais comment je les avais étudiés, des choses qui ne correspondaient pas, c'est pour ça qu'on a développé notre solution. Mais voilà, le versionning, il y a une partie pour nous qui est ultra importante, c'est pouvoir dissocier le fond du bac, bien sûr, quand on travaille sur un élément. Et là, vous pouvez à tout moment travailler sur votre version en bac, tout en laissant une ancienne version en compte. Ça permet de ne pas faire de changement en live. Voilà. Vous pouvez pré-travailler vos versions. Vous pouvez ensuite, comme un peu. Alors, on ne se repose pas directement sur le système de versionning de Joomla, on a notre propre système de versionning, donc c'est un tout petit peu différent.
Vous pouvez bien sûr annoter vos versions, les verrouiller, un système de versionning, pas classique, simple, mais même classique. Est-ce qu'il n'y a pas de parasitage d'ailleurs ma question, elle s'applique aussi pour la traduction, par exemple, vu qu'il y a des nouvelles fonctionnalités dans la 3.7 de traduction. Est-ce que comment ça s'articule avec la dernière version de Joomla? Est-ce que non mais ça se parasite pas par exemple le versioning? Alors le versioning, on est indépendant de Joomla, clairement. C'est-à-dire qu'on a pris, c'est un choix aussi stratégique de mon point de vue, qui n'est pas le choix de tout le monde. On a voulu la seule table en commun entre guillemets qu'on utilise avec Joomla, c'est la table des catégories, la seule sur laquelle on se repose. Tout le reste, on a notre propre table pour gérer, pour tout stocker. Donc, on n'est pas dépendant de l'évolution directement de Joomla. En dehors de l'aspect graphique un petit peu ou mise en place, où là on se repose entièrement dessus. Mais après, sinon le reste, on n'est pas du tout dépendant de ça. C'est-à-dire que le stockage des informations de vos différents articles et de vos différents items, c'est dans nos tables, qui sont propres, et qui ne sont pas associés pour l'instant, qui n'y a pas d'impact. On l'a testé, la 3.7 est sortie il y a pas longtemps. On l'a testé, je crois qu'on a modifié une ligne, et après il y a tout fonctionné. Donc il n'y a pas eu de soucis en termes de migration. Alors, je vais parler des différents modules. Il y a aussi un module très puissant, bien sûr, qui vous permet de faire de la remontée de contenu un petit peu partout, bien sûr. Vous connaissez les modules de Joomla, vous pouvez remonter n'importe quel type de contenu à travers des filtres, un système de tri, vous pouvez mettre, donc remonter classes de contenu, une liste de contenu, voilà. Et encore une fois, en qualité, comme vous dites à chaque fois, vous mettez les champs que vous voulez dedans, voilà. Il y a un système de modules très avancé, vous pouvez remonter tous les éléments tels que vous le souhaitez. Et ça, c'est un peu aussi notre historique. Quand je parle import-export, je vous ai parlé au tout début, on travaillait avec FlexiContent. Ça fait beaucoup d'années qu'on travaille avec FlexiContent et on a notamment développé notre propre extension, FlexiContent, on appelait FlexImport. Et voilà, et donc cette solution de FlexImport, c'était importer et exporter les contenus pour FlexiContent. Quand je dis importer et exporter, encore une fois, on ne peut pas être contraint. C'est-à-dire, je ne vous impose pas, on n'impose pas un fichier type qu'il faut remplir pour ensuite importer. C'est vous arrivez avec votre fichier, vous dites je veux l'importer. Il n'y a plus qu'à paramétrer et vous importez votre fichier. Donc il n'y a pas de limite. Pareil pour l'export. Si vous voulez exporter un gabarit spécifique, je prends un exemple. On a travaillé avec des notaires qui travaillent un flux XML standardisé qui s'appelle Monote. Vous voulez exporter. Vous saisissez quelque part vos références, vos différentes maisons, etc. sur votre site. Vous cliquez sur le bouton exporter, ça va générer ce fichier que vous allez pouvoir ensuite exporter, par exemple sur le logiciel, ou réimporter dans l'autre sens. Si il utilise un certain logiciel, on peut importer ce fichier Monote pour ensuite qu'il soit traité et intégré directement dans le système. En fait, le matching de champ. On verra après qu'il y a différentes versions de NavContent. Ça, on peut le faire par défaut en CSV, mais on a également des solutions en XML ou en JSON. Vous pouvez importer ce type de flux. Et pour l'export, pareil, vous avez un système de filtre très avancé sur le côté, on va dire, et vous exportez uniquement les données que vous voulez. Et sur le gabarit, vous avez préconstruit. Ça, clairement, ça se repose un petit peu sur notre expérience qu'on a eue avec FlexImport. On a repris un petit peu le même fonctionnement qu'on a adapté entièrement à notre solution. Extensible. Donc, on va voir que notre compagnie a des champs de base, que tout le monde connaît, les champs de texte, les champs de texte à les listes, etc. Vous allez pouvoir rajouter des champs, mais pas des champs, des fonctions. Vraiment, pour prendre l'exemple, je vous ai mis une liste non exhaustive de l'ensemble des extensions voilà, qu'on peut mettre en place. Un système de date picker, un système de tag, un petit peu de newsletter, de subscribe, de relations d'articles, donc après de Google Maps, géolocalisation, très avancé. Vous pouvez même définir votre zone, vous dessinez voilà, sur les Google Maps, c'est pas mal. Gestion de commentaires, gestion des captchas, ça c'est pour les solutions en front-end, de soumission. Les zones de groupes de texte, de groupes de champs, pardon. Vous pouvez pouvoir créer des groupes de champs que vous allez ajouter au fur et à mesure, un peu comme il existe déjà dans Joomla. Ça, c'est nos extensions qu'on propose. Après, n'importe quel développeur, à travers le support qu'il pourra avoir sur la documentation et le support également professionnel qu'on peut lui amener, peut créer bien sûr ses propres zones.
Nous, on a eu vraiment beaucoup de clients, on a créé leur champ qui leur allait pour rajouter des fonctions qui leur étaient totalement propres, et tout ça sur un moteur de 910. Alors voilà, donc comme je le disais, donc développeur intégrateur, vous pouvez créer vos templates, créer vos propres champs. À travers ces champs, vous pouvez rajouter vos fonctions spécifiques. On a vraiment un système événementiel que je croise un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que si vous voulez interagir avec un moment sur une action qui va être faite lors de l'enregistrement de l'article, lors de l'affichage de l'article, vous pouvez interagir un petit peu avec lui, clairement. Et une partie qui me tient à cœur aussi, je ne suis pas le roi des développeurs, mais j'aime un code propre, c'est bête, mais si vous avez l'occasion un jour de l'utiliser, vous l'installerez et puis je laisserai regarder un petit peu le code. Il y a tout ce qui, donc bien sûr c'est un système qui est orienté objet, ça c'est normalement assez bien commenté, et vous avez surtout tout qui est décrit. C'est-à-dire que si vous utilisez un IDE standard comme PHP Store ou autre, vous avez toute l'auto-complétion partout. Quand vous êtes dans ce template, vous n'avez pas besoin de vous. Et une documentation complète. Alors je vais rajouter le mot presque. Parce qu'il reste quelques parties, le temps s'est accéléré un petit peu ces dernières semaines et on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Donc il reste notamment la partie développeur, elle n'est pas encore totalement en ligne parce qu'il me reste des petits points finalisés. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur l'extension, sur comment ça marche, quels sont vraiment tous les détails des fonctionnalités, lire un petit peu la doc, l'essayer. Vous avez un petit accès à la démo, vous verrez ce truc pour un peu faire un joujou, l'installer quelque part sur un site. N'hésitez pas à y aller sur ce site de www.content. Et puis voilà. Donc, il y a des questions. Vous pourrez continuer pour les questions. Ouais. Vraiment, merci Maxime, merci pour votre présentation et la qualité. Il y a une photo de groupe qui est organisée donc, maintenant, juste avant d'aller à la restauration. Donc s'il vous plaît, quand vous sortez, rendez-vous directement en bas sur le petit coin d'herbe que vous avez en entrant. On va faire une belle photo avec tout le monde. Merci à tous. Exactement, on utilise par défaut des templates, c'est très basique, donc on a vraiment des services simples. Après, c'est pour ça que je tenais aussi à la documentation, pour expliquer comment faire. Si vous voulez pas ajouter, ça va être juste le temps. Moi, je pense qu'on met à disposition, on va dire, des templates très basiques. On va pouvoir enrichir un petit peu sans rien faire pour les différents intégrateurs, c'est en place aujourd'hui. Nous, on crée vraiment, en plus, on fait du sur-mesure pour tous nos clients. C'est vrai qu'on crée à chaque fois vraiment en fonction de nos différents clients. Mais on a une template de base, notamment pour la partie administration, normalement trop facilement. J'ai besoin de modifier. C'est juste pour la télé front. Et vous pouvez regarder un petit peu après notre réalisation. Elles vont absolument en avoir. On a